Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, le thème est un peu plus, on va dire, technique que certains précédents et en tout cas plus réglementaire que certains précédents, mais ce point réglementaire est capital pour vous, distributeurs, et pour beaucoup de vos fournisseurs maintenant et dans les années à venir. Donc je tiens tout de suite à remercier Maud Blanc qui va animer ce webinaire. Maud Blanc de l'INRA qui est responsable du département CEPP avec Christian Huyghe. Donc je vais lui laisser la parole très très vite. Nous allons faire ça en deux temps très simples. Un premier temps qui est l'exposé de Maud Blanc sur les CEPP. Puis, je relayerai avec l'équipe Vertal qui est derrière les claviers les questions pour les relayer à Maud Blanc, vos questions pour les relayer à Maud Blanc. Nous allons essayer d'être extrêmement concrets pour répondre à un maximum de vos questions. Et je sais qu'au fil du temps et après les maintes rencontres et les maints échanges que j'ai eus avec beaucoup de nos distributeurs et prospects de distribution, il y a beaucoup de questions sur ces CEPP et sur leur mise en place concrète dans vos entreprises. Donc, nous allons avoir ce premier temps et un second temps qui sera en finale un cas exposé très simplement en quelques minutes par Nicolas Charpentier des établissements charpentiers là-haut dans le Nord, dans la Somme, qui a gentiment accepté d'exposer en quelques chiffres et quelques minutes un cas concret, comment l'entreprise Charpentier, elle, gère le domaine des CEPP et gère son activité par rapport à cette nouvelle réglementation et cette prise en compte majeure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Le chat, lui, est plutôt fait pour discuter, pour dire bonjour à un collègue que vous avez remarqué dans la liste ou pour nous faire une remarque, mais essayez de poser les questions dans le domaine questions de façon à ce que nos équipes puissent les relayer le plus facilement possible à Maud Blanc dans la deuxième partie de ce webinaire. Bienvenue à tous, encore une fois, bienvenue à ceux qui nous rejoignent là maintenant. Ce webinaire étant destiné uniquement aux responsables de distribution, bien sûr, il y a moins de participants que quand c'est extrêmement général sur l'équilibre des sols ou sur d'autres thèmes que nous avons pu traiter. Et il y en aura d'autres par la suite, mais celui-ci, nous tenions à le faire et je passe maintenant la parole tout de suite à Maud Blanc de l'INRA pour lui laisser vous exposer pendant le temps qu'elle le souhaitera, mais on s'est dit une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, je crois, de façon à ce qu'ensuite nous puissions avoir cet échange et éclairer un maximum de vos distributeurs et de vos personnalités sur ce qu'il faut en faire, ce qu'il faut comprendre et comment le mettre en place par la suite au sein de vos entreprises. Maud Blanc, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci et bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Maud Blanc. Je travaille à INRAE et je suis responsable de l'animation de la commission qui évalue les fiches actions dans le cadre du dispositif des CEPP. Donc, je vais vous présenter le rôle de cette commission, mais aussi comment fonctionne le dispositif et également quel est le cœur de la question de la commission, c'est-à-dire les fiches actions qui sont ensuite éligibles et donc qui peuvent faire l'objet de vos déclarations et de la promotion d'actions auprès au sein de vos entreprises. Hop, il faut que je clique sur votre écran. Pardon. Alors, je vais reprendre très succinctement le cadre réglementaire de ce dispositif. C'est un dispositif qui est né du grand cadre réglementaire européen qui est la directive 2928, celle qui invite tous les pays d'Europe à créer chacun leur propre plan qui vise à réduire leur propre dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Et en France, c'est arrivé concomitamment à un événement, le Grenelle de l'environnement, dans lequel les acteurs s'étaient engagés collectivement à réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques de moitié sur une décennie. C'est pourquoi dans le plan Ecophyto 1, qui avait comme sous-titre « Réduire si possible », il y avait cet engagement de réduction d'usage qui a ensuite été décliné en moultes axes et de nombreuses actions qui se sont toutes développées sur le territoire
avec tout un écosystème d'acteurs très dynamiques pour les diffuser au sein du monde agricole. En 2014, en même temps que l'écriture de la loi d'avenir agricole lors du ministère de Stéphane Le Foll, il y a eu une évaluation de ce plan à mi-course et qui a visé à un peu le restructurer parce qu'il comportait de trop nombreux axes et notamment y ajouter les CEPP qui avait pour but de redynamiser l'ensemble du plan et y ajouter une composante d'action auprès des distributeurs. Ce dispositif a été encadré par une loi en 2017, un décret et des arrêtés qui expliquent comment le faire fonctionner, et notamment l'arrêté du 9 mai 2017 qui comporte les fiches actions et qui est mis à jour régulièrement, enfin qui est mis à jour par le ministère pour y ajouter des actions éligibles à ce dispositif. Alors, je vais reprendre ça, vous connaissez sans doute, vu que vous êtes parmi ceux qui avaient reçu des lettres qui calculent cette obligation. L'obligation pour 2021, donc pour cette année, puisque le dispositif initialement avait une période expérimentale jusqu'à cette année, est calculée sur la base de la référence des ventes des distributeurs qui est convertie en nombre de doses unitaires. Alors, j'ai fait une petite animation pour que ce soit un tout petit peu plus clair, ce calcul. Les données que vous déclarez, enfin qui sont déclarées à la BNVD chaque année, avec le nombre de quantités de substances actives pour chaque produit avec chaque AMM, ont été converties par le ministère de l'Agriculture en nombre de doses. Donc j'ai matérialisé ça par un histogramme de vente, et ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'ils ont calculé une moyenne olympique. Alors comme au patinage artistique, on enlève la moins bonne année et la meilleure année, et on garde les 3 années restantes. On obtient une moyenne qui représente la référence des ventes pour un distributeur. Et ce que dit le calcul, c'est qu'en fait, le nombre de points, il est égal à 20% de ce montant. Donc, c'est bien un nombre initialement de nodus, mais ensuite, dans le dispositif, on considère que ce sera un nombre de certificats à réaliser. Alors, comment ça se passe pour obtenir des CEPP? Initialement, il faut créer des actions qui vont être éligibles. Et donc, pour créer ce catalogue d'actions, le ministère, qui est en charge du dispositif, il a mis en place un catalogue qui se trouve sur le registre national des CEPP. C'est la fameuse plateforme en ligne à laquelle ont accès les distributeurs également pour déclarer leurs ventes et leurs actions. Et il doit être enrichi. Pour cela, le ministère a demandé de l'aide auprès d'une commission scientifique qui vise à établir la valeur que va prendre chaque action dans ce dispositif et également à établir quels sont les moyens faciles pour le ministère de vérifier la mise en œuvre de ces pratiques sur le terrain. Dans l'esprit du Grenelle, ce catalogue a vocation à être construit collectivement. C'est-à-dire que les auteurs de fiches sont multiples et la rédaction est participative. On recommande souvent aux acteurs de se rassembler pour rédiger une fiche afin de mettre en commun leurs connaissances sur un domaine. Un petit point sur cette commission d'évaluation. Elle est connue de l'extérieur par uniquement 2 personnes, Christian Huyghe et moi-même, qui sommes les contacts pour cette commission d'évaluation. Mais derrière nous, il y a en fait une 25 experts qui sont pour moitié des personnes d'instituts techniques de chambres d'agriculture, donc la recherche appliquée, et pour moitié des personnes travaillant dans la recherche publique. Dans cette commission, ce ne sont pas des structures qui siègent, ce sont bien des personnes qui viennent au titre de leur expertise dans le domaine de la protection des cultures sur l'ensemble des filières et des cultures nationales. Quel est le rôle de cette commission ? Elle est d'accepter des fiches. Le rôle, c'est vraiment de pousser les acteurs et de collecter de l'information afin d'accepter des fiches et de leur trouver une bonne valeur. Elle les envoie ensuite au ministère en évoquant la valeur, le résumé, le titre et également l'élément qui va faire preuve de la mise en œuvre de cette action. Et également, elle cherche des méthodes permettant d'harmoniser l'évaluation de ces pratiques et notamment de pouvoir prendre des groupes de fiches par thème
pour les évaluer de la même manière, afin que ce soit compréhensible de la manière dont c'est évalué et dont c'est quantifié. Pardon, j'ai dû aller dans le mauvais sens. Non, c'est bon. Comment ça se passe en pratique, ce processus? Alors, comme je vous le disais, il y a des participants de tous horizons qui proposent des actions qui peuvent être mises dans des fiches actions. Donc, ça peut être des instituts techniques, des groupements d'agriculteurs, des firmes de biocontrôle notamment, mais également les distributeurs ou les organismes de conseil. Ces fiches, elles sont ensuite envoyées via Christian et moi-même aux membres de la commission qui évaluent la fiche sur sa portée technique et sur la manière dont ensuite on peut envisager la mise en relief de la mise en œuvre de ces pratiques. Donc, ça nécessite souvent de faire des échanges avec les porteurs afin d'affiner les données pour avoir un élément qui soit suffisamment robuste pour pouvoir l'envoyer au ministère. C'est ce qui se passe à la fin, un envoi au ministère qui s'occupe de rédiger et de publier des arrêtés modificatifs, donc qui enrichissent un arrêté unique, celui dont je vous ai parlé au début de 2017, et qui ensuite sont posés sur la plateforme du catalogue des fiches actions. Alors, juste pour clarifier un petit peu ce qu'on fait dans la vraie pratique, il nous arrive toutes sortes de dossiers, des dossiers vraiment très simples, du type je connais un nouveau second nom pour un produit de biocontrôle. Là, il n'y a pas particulièrement d'analyse à faire. Les données sont connues par rapport au produit de référence et tout ça est envoyé au ministère qui n'a plus qu'à ajouter cela dans un prochain arrêté. On peut aussi avoir une nouvelle référence qui fait la même chose a priori qu'une autre référence qui est déjà dans le dispositif. Et dans ce cas-là, selon l'écart entre la référence déjà inscrite et cette nouvelle référence, ça peut nécessiter éventuellement une évaluation. Mais dans tous les cas, cette nouvelle référence, elle va rejoindre une fiche déjà existante. Donc, ça n'augmente pas le nombre de fiches. Par contre, ça enrichit tout de même le dispositif. Il y a ensuite les dossiers les plus difficiles à analyser et qui demandent souvent plusieurs analyses en commission. Ce sont les nouvelles actions qui font appel à un nouveau mode d'action et à un nouvel type de cible ou de culture. Et dans ce cas-là, effectivement, ça nécessite une analyse de la commission et ensuite, ça demande la proposition de la création d'une nouvelle fiche auprès du ministère. Enfin, la commission peut se faire saisir ou s'auto-saisir lorsque, par exemple, de nouvelles données techniques, réglementaires ou scientifiques sur une référence invitent à revoir sa valeur, soit parce que, justement, elle a des implications sur bien plus de cultures que ce qu'on envisageait au début, soit au contraire parce que la modalité de référence et donc les pratiques des agriculteurs ont tellement changé qu'il faut revoir la fiche parce qu'elle n'est plus utilisable dans le cadre initial. L'ensemble de cela aboutit toujours à la rédaction d'un arrêté modificatif, soit avec des simples modifications, avec quelques lignes. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un arrêté, il y a des fois simplement écrit « on ajoute cette ligne au tableau de telle page » ou l'ajout physique d'une nouvelle fiche avec un nouveau numéro de création. Tous ces ajouts sont possibles à n'importe quel moment de l'année. Et en fait, ce qui se produit quand on ajoute une fiche une référence sur une fiche existante, c'est comme si le produit avait toujours été présent sur la fiche. C'est-à-dire que même s'il est ajouté au 15 août, toutes vos ventes depuis le début de l'année pour cette référence sont éligibles. Pour la création d'une nouvelle fiche, c'est la même chose. Si elle est publiée à une date à l'intérieur de l'année, comme il n'y a pas en bas de l'arrêté une date de création, ça permet de considérer qu'elle était existante depuis le début de l'année. Alors, je vous ai mis deux petits histogrammes là pour un peu illustrer. Ce sont la répartition des fiches, enfin des pratiques CEPP. Donc, j'entends par pratique une fonction d'action vis-à-vis d'un bioagresseur. Donc, par exemple, sur la fiche qui concerne la confusion sexuelle au verger, on a en fait 3 types de diffuseurs et donc ça représente 3 actions parce qu'on ne va pas lutter contre les mêmes bioagresseurs ou sur les mêmes cultures. Et donc ici, on a la répartition par nombre de pratiques qui est éligible sur toutes les orientations. Donc,
culture ornementale et maraîchère, arboriculture, grande culture. Et comme vous voyez, ce sont les grandes cultures et la viticulture qui ont à leur profit le plus d'actions disponibles. Alors évidemment, dans viticulture on n'a qu'une seule culture, hein, il n'y a que la vigne, alors que dans grande culture, on en a tout un paquet, et encore plus, pouvons-nous imaginer, dans les cultures ornementales et le maraîchage. Je vous ai également proposé un histogramme qui montre la répartition par type de levier, et donc quel est un peu l'élément qui est promu par la fiche. Donc ça peut être un type d'accompagnement à une démarche ou à un OAD, des solutions de biocontrôle qui ont été très largement promues par leurs propriétaires auprès de la commission, et donc qui ont fait l'objet de nombreuses fiches et de nombreuses pratiques. Une capacité de régler, évidemment, ces équipements, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas forcément votre niveau de familiarité avec le dispositif, alors je vais reprendre rapidement sur cette diapositive. Qu'est-ce qui se passe une fois que les fiches actions sont présentes sur le catalogue? Donc là, en début de diapositive, on trouve le catalogue de fiches actions, qui en fait physiquement est porté par la plateforme en ligne, mais là, pour une plus grande simplicité, j'ai séparé ces deux éléments. Et donc, sur le territoire, on a les obligés, hein, c'est comme ça qu'ils sont nommés dans le dispositif, donc c'est bien sûr les distributeurs, et qui peuvent faire des prestations auprès des agriculteurs, que ce soit de la vente, de l'accompagnement à un OAD, par exemple. Et leur premier enjeu, c'est de promouvoir des pratiques. C'est ça qui est demandé par le dispositif. Sur le territoire, il y a évidemment les agriculteurs qui vont, eux, mettre en œuvre physiquement les pratiques. Et notamment, toutes les pratiques qui ne sont pas directement distribuées par des obligés. J'entends par là les agroéquipements, mais aussi les entreprises de services agricoles, qui agissent chez les agriculteurs, mais qui n'ont pas de place officielle dans le dispositif. L'étape après la promotion, c'est de récolter les fruits de cette promotion et donc de pouvoir justifier des actions sur la plateforme en ligne. Donc cette déclaration, elle passe par enregistrer chaque pratique avec, le cas échéant, son justificatif lorsqu'elle provient d'un agriculteur ou d'un autre acteur, et ce, en vue d'obtenir des certificats qui sont délivrés par le ministère de l'Agriculture. Enfin, en fin d'année, le ministère réalise une vérification de l'atteinte des obligations, et ce par, d'une part, un bilan du nombre de certificats acquis, donc ça c'est comptable, hein, c'est la somme de toutes les choses que vous aurez déclarées, et également, depuis le texte qui est consécutif à la loi sur les états généraux de l'alimentation, une évaluation des moyens mis en œuvre pour atteindre ces moyens. Donc ça, cette deuxième partie-là, elle n'est pas évaluée directement par le ministère, mais par un organisme certificateur qui vient au moment de la certification nécessaire à l'obtention de l'agrément vendeur pour les produits phytopharmaceutiques. Donc c'est ça qui a changé depuis les derniers textes, c'est qu'il y a une nouvelle façon en quelque sorte de remplir son obligation, c'est de pouvoir mettre en œuvre des moyens. Alors cette partie-là, elle est encore peu éclaircie officiellement, il n'y a pas de texte qui explique explicitement quels sont les moyens, mis à part avoir un référent CEPP, avoir une stratégie d'obtention, enfin d'atteinte de ces objectifs, avoir fait un bilan de ces certificats actuels et de ceux qui seraient accessibles avec les fiches qui sont actuellement disponibles, et de participer à la rédaction de fiches éventuellement. Donc voilà, je vous ai mis une vue d'ensemble du dispositif, et je vais encore garder quelques minutes pour vous expliquer en fait comment ça marche pour quantifier une pratique et donc pour fabriquer une fiche CEPP. Donc, la première étape, c'est bien de se souvenir que l'objectif, c'est de donner une valeur à une économie. Donc, l'objectif de la commission, c'est bien d'essayer de quantifier, de mettre une valeur sur quelque chose qui, a priori, ne se produit pas. C'est d'ailleurs la grande difficulté lorsqu'on arrive sur des fiches qui ont trait à des pratiques prophylactiques, vu qu'en général, quand on fait une pratique prophylactique, on ne se rend même pas compte qu'on a évité un problème, on s'en rend compte que si on oublie de faire cette pratique. Donc, c'est vrai que là, j'ai pris un exemple qui est vraiment
assez simple à envisager, mais c'est vraiment une caricature des fiches CEPP. C'est sans doute l'exemple le plus simple. C'est celui d'un lâcher de trichogramme sur du maïs. Et donc là, l'objectif, c'est évidemment d'éviter un traitement insecticide. L'objectif, c'est donc bien d'éviter le traitement insecticide sur l'hectare qui est concerné. L'unité d'action, c'est ce qu'on va faire sur la parcelle. Donc ici, on va lâcher les trichogrammes sur un hectare. Et l'économie qu'on en espère, c'est évidemment une réduction d'usage ici de phytosanitaires. Et ce qui va être inscrit sur la fiche action, c'est quelque chose qui va lier ces deux éléments. C'est-à-dire quelque chose qui va démontrer qu'on a fait ce lâcher et donc qui va créditer ça d'un traitement insecticide. Et donc, on a ici la valeur d'un lâcher qui est de 1 CEPP. Et l'élément qui montre qu'on a fait le lâcher, ce sont les 25 plaquettes lorsqu'on accroche des plaquettes. Et c'est ce facteur de conversion qui est inscrit sur les fiches et qui est ensuite publié. Toutes les pratiques de réduction des phytos peuvent être vraiment utilisées et mises en œuvre dans les CEPP, que ce soit de l'efficience, de la substitution ou même de la reconception. Évidemment, les fiches les plus évidentes à construire sont celles d'efficience, vu que bien souvent, c'est l'objet de la promotion de ces pratiques, de calculer l'écart, la réduction de phytos qu'elles permettent, ou la substitution, puisque de même, elles sont bien souvent promues et valorisées par leur capacité à remplacer des phytos. Donc, c'est souvent les pratiques de reconception qui sont en plus combinatoires, qui sont plus complexes à envisager et qui demandent plus de travail méthodologique de la part de la commission. Enfin, les économies espérées, elles peuvent être selon les deux axes qu'on peut envisager, donc que ce soit de l'usage, où là c'est facile, hein, la mesure, ça va être une réduction d'IFT, mais on peut aussi envisager des réductions d'impact, où là, la commission a mis en place une mesure qui permet d'envisager cela par les pertes évitées. C'est-à-dire que ce qu'on espère, c'est pouvoir mettre du produit, mais uniquement sur l'organe ou le bioagresseur ciblé et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que, caricaturalement, un herbicide de contact, les molécules qui sont au sol, c'est de la perte. Et donc, si on peut éviter de le mettre là, ce sera une réduction d'impact puisqu'il n'ira pas ni dans l'eau, ni sur le dos d'un n'importe quel organisme qui passerait par là. Donc voilà, pour finir, je vous ai mis la fiche action pour vous rappeler en fait les éléments vraiment majeurs de cette fiche et en fait qui sont absolument nécessaires pour que la commission puisse faire son travail d'analyse. C'est d'une part un titre, quelque chose qui indique ce que fait la pratique. Deuxièmement, c'est la partie de tout le bloc 2 qui vise à quantifier l'économie. Et pour cela, en fait, on réfléchit à quelle est la pratique actuellement de référence, comment agissent les agriculteurs en moyenne lorsqu'ils ont à faire face à la problématique présentée par la fiche, et que change l'action présentée. Est-ce que ça transforme une partie de l'itinéraire? Est-ce que ça transforme seulement la réflexion au moment du traitement? Est-ce que ça transforme la réflexion en amont, pendant la saison morte, par exemple le choix d'une variété, et donc de savoir à quel moment et qu'est-ce qu'on va faire pour changer sa pratique. En principe, en faisant l'écart entre l'IFT de l'itinéraire de référence et ce nouvel IFT de la pratique modifiée, on doit pouvoir envisager de comprendre comment vous avez fait pour calculer et pour proposer l'économie, donc la valeur en CEPP, pour cette action. Le bloc 3, il vise à moduler et potentiellement à donner des bonus à la pratique lorsqu'elle est facile à mettre en place, lorsqu'elle est encore peu développée sur le territoire et donc elle a un grand champ d'amplification possible. Et enfin, le dernier bloc, il est nécessaire à justement la partie de vérification qui est le travail plus du ministère, mais où la commission doit s'assurer qu'il est possible de rendre compte facilement du point de vue du distributeur d'une action qui est réalisée par l'agriculteur. Donc, ça passe évidemment par la liste des éléments éligibles, et donc des références potentiellement ou des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour capter la mise en place d'une pratique, et également la capacité à relier cet élément à la surface, puisqu'en fait, ici, on a une surface, enfin une économie en hectares,
alors qu'ici, on peut très bien avoir un justificatif par exploitation. Donc voilà, en principe, c'est vraiment ce formulaire-là adossé à des annexes qui est attendu par la commission. Alors, je vous remercie de votre attention. Je pense que je n'ai pas fait trop long et ça vous permet d'écouter et de répondre à vos questions. Ok, merci beaucoup Maud Blanc pour cet exposé clair qui, j'en suis sûr, a éclairé beaucoup de nos distributeurs qui, pour certains, ont une vraie connaissance et une vraie gestion du phénomène et de l'ensemble du dossier CEPP. Et puis pour d'autres, on voit que c'est encore dans un stade de découverte où il va falloir se positionner. J'ai quelques questions qui ont démarré. Je vous propose à tous les participants de ne pas hésiter à aller dans l'onglet questions et de poser vos questions pour la suite. J'ai une question qui est un tout petit peu politique et pas très technique, mais en même temps, je la trouve très recevable, donc je vous la transmets. La démarche CEPP pour les distributeurs ne vient-elle pas en contradiction avec la séparation vente-conseil qu'on a exigé d'eux? C'est ce qu'on pensait initialement. Enfin, c'est ce qui s'est dit sur le terrain. Mais en fait, il s'avère que finalement, il y a une certaine synergie puisque l'obligation de promouvoir les CEPP se retrouve maintenant également dans les dans les attentes pour les certifications conseil. Donc en fait, ça rajoute de l'eau au moteur, enfin de l'énergie au moteur, puisque les conseillers se doivent aussi d'être les ambassadeurs de ces pratiques et donc d'accompagner le travail de parler d'une seule voix avec les distributeurs pour promouvoir ces pratiques. Ok, très bien. J'ai une question qui est simple en réponse, c'est quelles sont les dates des prochaines commissions? Mais ça, c'est consultable. C'est fait. J'ai répondu dans le chat, donc vous pourrez regarder. Okay. C'est le 8 juillet, le 8 juillet, le 30 septembre et le 25 novembre, et il faut déposer un mois avant. Ok, très bien. Le bilan, lui, se fait sur… juste une précision par rapport à la question précédente. Il y a un écart, c'est-à-dire qu'il faut être bien vigilant sur le fait que le conseil qui n'est plus autorisé aux vendeurs, c'est le conseil spécifique, donc le fait d'écrire la date de traitement sur la parcelle à la dose avec le produit, etc., donc les modalités qui sont indiquées dans le texte. Par contre, les autres pratiques qui ne sont pas de l'ordre du produit phyto, donc qui ne comportent pas d'AMM, ne sont pas limitatives. Donc, le fait de conseiller la meilleure variété, en l'occurrence pour les grandes cultures, n'entre pas dans ce cadre. Le fait de proposer de tester le désherbage mécanique, par exemple, n'entre pas non plus dans ce cadre. Les biostimulants, évidemment, ne rentrent pas dans ce cadre. Les OAD, a priori, la vente de ces OAD ne rentre pas dans ce cadre. Donc, ça permet quand même d'avoir un accompagnement au cours de la saison pour l'agriculteur, mais en dehors des solutions qui sont directement avec une AMM. Ok, très bien. Je vais égoïstement répéter une partie de votre phrase. Les biostimulants n'entrent pas dans le cadre de la séparation vente-conseil. J'en fais pas beaucoup, mais celle-là, je ne pouvais pas l'éviter. J'avais tendu la perche. Hein, oui, c'est vrai. Je vais m'auto-flageller maintenant. Ok. Le bilan se fait, lui, de façon annuelle. Et alors, j'ai une question qui revient souvent dans les discussions que j'ai avec les distributeurs. Est-ce qu'en fait, j'ai 3-5 ans pour atteindre mon objectif ou est-ce que je dois atteindre l'objectif annuellement? Je peux être pénalisé si je n'atteins pas cet objectif annuellement. Alors, les objectifs sont annualisés actuellement. Donc, pour 2021, c'est bien sur l'année 2021 qu'il faut atteindre son objectif. A priori… 1er janvier, 31 décembre. Oui. Pour les prochaines années, les textes prévoient que ce soit quelque chose de pluriannuel. Mais du coup, ce sera un volume… Alors, je ne sais pas du tout, en fait. Il n'y a pas encore le texte qui explique comment ce sera calculé. Si c'est un bilan sur les 2 ans avec doublage de l'obligation, en quelque sorte. Et donc, on pourra lisser. A priori, il y aura un lissage entre les 2 années. C'est un peu ça l'objectif de multiplier les années, c'est d'espérer que forcément, certaines solutions sont plus
facile à promouvoir les années où climatiquement on a le problème avec le bioagresseur ciblé, ce qui est totalement logique, et donc d'avoir ce lissage sur plusieurs années. Je ne sais pas dire combien. Ok. Sur la réalité d'un distributeur, je vais la poser un peu vulgairement, mais qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui risque d'être bon dans son score de CEPP ou d'être complètement à la rue dans son score de CEPP? S'il est bon, en fait, il lui arrive plus rien. C'est-à-dire que le bilan par l'organisme certificateur va directement passer à feu vert. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Il a son compte de CEPP. Si par contre, il n'a pas son compte de CEPP, l'organisme certificateur, c'est là qu'il va regarder les moyens mis en œuvre. Et donc, ceux-là ne sont pas... je ne sais pas vous faire une liste exhaustive des moyens à mettre en œuvre qui seront éligibles. Mais en tout cas, il y a des moyens à mettre en œuvre qui permettront de montrer en quelque sorte que vous avez mis en œuvre des dynamiques sur le territoire, mais qu'elles n'ont peut-être pas encore porté leurs fruits en quelque sorte, et que donc vous attendez à augmenter votre nombre de CEPP, mais pour le moment, vous ne pouvez pas justifier du nombre total. D'accord. Je prends un exemple, vous allez me dire s'il rentre dans ce cadre. Un distributeur avec lequel un industriel travaille sur des essais chez certains de ses clients pour aller chercher, déposer une fiche soit commune, soit de l'industriel, d'une nouvelle fiche d'action à terme, peut rentrer dans ce cadre. Oui, c'est quelque chose qu'on envisage au niveau de la commission, de pouvoir délivrer justement des sortes de justificatifs attestant de la participation active au montage de fiches actions, notamment par la mise en œuvre d'essais qui suivent les recommandations de la commission, donc qui nous permettront à moyen terme de conclure plus facilement et de manière plus robuste sur les fiches. Parce que sans données, on est toujours démuni, en fait. Même si on a une solution très innovante qui a l'air très prometteuse, quand on a peu d'essais, la commission est souvent n'arrive pas à conclure parce que lorsque les effets sont très variants, c'est très difficile de savoir à quel niveau de la moyenne on est censé, la commission est censée trancher, quoi. Ok. Alors, allons au bout de la démarche, si elle est totalement ratée, voire à laquelle on ne s'est pas engagé parce qu'on n'y a pas cru. Ça va où la pénalité elle est pécuniaire, elle est de quel ordre pour un distributeur qui dirait, moi finalement... C'est une suspension de son agrément de vente pendant une période de 3 à 6 mois, je crois, d'après le guide de lecture. D'accord. Ok. Quand un distributeur, il sait donc le pourcentage d'objectifs qu'il doit atteindre année par année, ou cette baisse de phyto, enfin avec votre calcul très simple exposé au début de votre présentation, il doit atteindre 100% de cet objectif annuellement, logiquement, on va dire, de façon à être dans les clous de ce qui va se positionner, enfin, de la finalité avec un nombre d'années donné. Il y a une question qui revient assez souvent, qui est comment on fait par rapport à des produits qui sont en UAB, je parle type soufre, et qui viennent pas prendre la place des CEPP, mais enfin en même temps qui sont un peu en... Il y a des produits non CEPP qui sont un peu en compétition avec des solutions CEPP. Alors, est-ce que ça veut dire que le distributeur se dit, bah, moi, il faut que j'amasse des CEPP et donc je privilégie cela, ce qui me semble le plus logique? C'est probable, effectivement. La dérogation qui nous a été en quelque sorte octroyée par le ministère, c'est de considérer que les produits qui sont inscrits sur la liste biocontrôle représentent un IFT de 0. Ce qui nous permet en fait de les comparer en quelque sorte aux produits autres qui sont considérés ayant un IFT. Ce qui fait que les produits UAB ne sont pas tous biocontrôle, caricaturalement le cuivre, pardon, au contraire du soufre justement, n'est pas sur la liste biocontrôle et donc n'a pas de CEPP quand bien même il est UAB.
Une question sur les. C'est toujours très concret et c'est un peu la crainte qu'ont beaucoup de distributeurs quand je discute avec eux. On a dit le risque final, c'est une suspension de leur autorisation de vente. Est-ce que en amont de ça, il y a, j'entends sur le terrain beaucoup de choses, et là il y a une question qui vient dans ce sens. Est-ce qu'il y a des amendes en amont de cette interdiction, ou est-ce que non, ça c'est au final on regarde ça et on dit monsieur, vous allez devoir vous arrêter de vendre pendant 6 mois? Je suis malheureusement pas bien placée pour répondre à cette question. Je ne suis pas organisme certificateur. Le texte, si je ne me trompe pas, il indique effectivement des suspensions, mais il y a des cas où la non-conformité, je crois qu'il s'appelle ça une non-conformité, est suffisamment faible pour qu'en fait on laisse une durée de tolérance. On dise aux gens, bon, vous n'êtes pas OK aujourd'hui, mais en gros, vous avez quelques mois pour mettre en œuvre quelque chose qui va vous permettre de devenir conforme, en quelque sorte. C'est expliqué dans le texte. Je vais peut-être essayer de vous mettre dans le chat la référence de ce document, mais j'ai du mal à chaque fois à la retrouver. Je l'ai enregistrée sur mon ordinateur. Je pourrais éventuellement vous la faire suivre à la suite du webinaire, et puis vous pourrez l'envoyer. En fait, c'est vraiment un guide de lecture pour les organismes certificateurs qui n'est pas effectivement explicite. Je vois une question là-dessus sur le chat. Sur le chat, il n'y a pas une grille explicite des moyens, mais il y a une grille quand même des points à contrôler, donc des non-conformités à pointer. Et, par contre, il n'y a pas une grille des moyens encore. Ok. Tout à l'heure, vous avez spécifié dans la séparation vente-conseil les produits AMM phytosanitaires. Est-ce que ça veut dire que d'autres produits avec AMM rentrent dans ce cadre? Alors, on va reprendre excusez-moi, c'est celui que je connais mieux. Un biostimulant avec AMM rentrerait dans ce cadre? Alors, c'est ce que je ne sais plus si je l'ai posté ou pas, mais je pense que non, hein, c'est bien les AMM. Et d'ailleurs, je pense, alors je ne vais pas m'avancer, mais il me semble que les AMM biocontrôle ont demandé également à faire l'objet d'une dérogation, donc à pouvoir. Après, je ne sais plus exactement où ça en est. Mais il y a une demande. Donc mais les AMM ANSES sur matières fertilisantes et supports de culture, a priori, ne sont pas concernés. Ok. Il y a un site web qui répertorie l'ensemble des fiches actions de CEPP. Oui. Ça, c'est consultable. Okay. Oui, et chacune, enfin, c'est vraiment le registre national, hein, le registre national des CEPP. Et il y a une page fiche action sur laquelle chaque fiche a un lien. Et ça vous rebascule en fait vers Ecophytopic, qui a en plus non seulement du texte de l'arrêté en PDF, a tout un corpus forcément de données, puisque eux sont une réelle bibliothèque d'informations sur chacune des pratiques, et donc permet d'aller plus loin que d'avoir juste le texte de l'arrêté, qui est souvent pas très explicite sur comment mettre en œuvre, voilà, les manières de mettre en œuvre les pratiques. Ok. Chaque distributeur, à partir du moment où il est concerné, va devoir avoir un référent chez lui, quelqu'un, j'imagine, qui est en lien, enfin, qui est la personne qui sait être en lien avec l'organisme certificateur, ou avec, en tout cas, le plus. On doit déclarer une personne par distributeur? Oui, c'est par entité. Enfin, ça, c'est pareil, il faudrait que je reprenne par cœur le texte, mais c'est par entité. Ok. J'ai eu une question plusieurs fois sur le terrain. On a des distributeurs qui ne font pas de phytosanitaire, qui sont spécialisés dans des solutions alternatives. Aujourd'hui ou demain, quelle est la valeur des points CEPP que eux auraient établis par leur vente de produits avec des points CEPP? Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils les commerce, parce que je crois que dans votre ouvrage, il y a ce point à un moment donné de la valeur à terme de points CEPP obtenus sur le marché. Oui, à l'époque, on avait une obligation qui, quand elle n'était pas remplie, engendrait une pénalité de 5 € par point manquant, ce qui plafonnait en quelque sorte la valeur d'un CEPP, puisque on envisageait difficilement, quand même, quelqu'un qui achèterait un CEPP plus que 5 €, vu que c'était la pénalité en cas de point manquant. Oui. Maintenant, en fait, comme il n'y a plus de valeur, je ne sais pas du tout quels peuvent être les arrangements, les accords qui peuvent se mettre en place
pour ce transfert de certificats. En tout cas, les arrêtés prévoient que les personnes qui n'ont pas généré la vente, par exemple, de produits de biocontrôle, puissent céder les justificatifs de vente, moyennant la déclaration qu'ils le cèdent qu'à un seul de leurs confrères distributeurs, pour faire... Non, mais le ministère est parcimonieux sur les CEPP. Voilà. Donc, moyennant ce fait, donc a priori, celui qui n'a pas vendu peut faire valoir un de ses confrères ses ventes moyennant ce transfert d'informations et cette déclaration sur l'honneur de ne pas le transférer à quelqu'un d'autre. Par contre, sur le moyen que mettra le distributeur pour acquérir cela, je n'ai pas d'idée. Peut-être que justement le chat a une idée de combien il mettrait. Moi, je ne sais pas dire. On attend un peu de. Je pense que cette année, c'est un peu le ballon d'essai. Hein. On attend. Enfin, oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas combien de CEPP a été déclaré par rapport au total. C'est le ministère qui s'occupe de ce bilan-là et qui doit être en train de le faire, vu que les déclarations se sont finies et qu'ils ont fait les validations sur les dernières semaines. Donc, ils doivent être en train de faire ces bilans-là et ça va sans doute un peu participer à la vision du dispositif pour une vraie année de fonctionnement. Ok. Vous me confirmez, dans le même ordre d'idée, vous me confirmez qu'au sein d'une entité qui a plusieurs membres, ou plusieurs sociétés, ou plusieurs filiales, les filiales peuvent transférer, on va dire, s'il y en a une qui score beaucoup et une qui est un peu en déficit de son score, elles peuvent se transférer des certificats. Alors, a priori, c'est effectivement en tout cas, c'est à l'échelle de l'entité qui déclare à la BNVD. Donc, une entité qui déclare à la BNVD, à l'intérieur de cette entité, n'a qu'une seule obligation. Donc, peu importe laquelle des structures à l'intérieur a fait le max de points et laquelle en a fait peut-être moins. Okay. C'est un lot de CEPP pour l'ensemble de la structure. Et après, effectivement, le dispositif prévoit que lorsqu'on arrive à son obligation, les CEPP supplémentaires, en gros, puissent être également cédés à d'autres structures. Ok, très bien. Je ne vois pas d'autres questions arriver dans mon module questions. J'ai une question qui est interne à Yvan de chez nous. C'est comment donner la parole maintenant à Nicolas Charpentier. Est-ce que ça c'est jouable? Est-ce que Yvan, tu peux me dire comment dans le chat ou je sais pas, quelque part? Il faut que je me cache? Non, ça va. Non, pas forcément. Non, c'est pas vous cacher, c'est parvenir à faire monter Nicolas, ou en tout cas à ce qu'on puisse l'entendre exposer son cas très concret. Yvan, dis-moi tout. Je vous invite pour les participants à aller sur le sondage en attendant et répondre à ces petits sondages qui sont voilà, qui sont des questions qu'après on diffuse à tout le monde, mais qui sont assez intéressantes. En particulier, on voit une évolution produite chez certains distributeurs où les technico-commerciaux vont être évalués sur les CEPP. En tout cas, on les sensibilise beaucoup au CEPP, aux produits à positionner et à la politique et à ce que ça représente pour l'entreprise. Donc, je trouve ça plutôt bien, mais il y avait des questions dans ce sens dans le sondage. Yvan au secours. Nicolas arrive. Suspense, me dis-tu. Ok, super. Ok, ça va devenir Hitchcockien à un moment donné. Ben, si Nicolas arrive, voilà, dès qu'il est prêt, on lui cède le micro avec grand plaisir.
je check s'il y a une question d'arrivée ou pas. Non, pour l'instant. Ah, j'en ai une à laquelle que je ne vous ai pas transféré. Y a-t-il une grille pour les OC pour définir si oui ou non les moyens mis en œuvre sont suffisants? Non, c'est ce que je disais. Il y a D'accord, une ok. grille Oui, sur ok, ce qu'il faut évaluer, mais pas sur. date limite de dépôt des fiches avant les commissions? Un mois avant. Un mois avant. Ok. Nicolas, il vient de loin en même temps. Hein. La Somme, c'est pas. Enfin, ça dépend où on est, hein, parce qu'on arrive à être tous à des endroits différents maintenant et à se retrouver ensemble ici. Donc finalement, les distances ne sont plus ce qu'elles étaient. Ah, Nicolas, votre connexion fonctionne? Point d'interrogation. Alors, je vais en profiter pour des messages généraux qu'on dit à chaque fois en fin de webinaire. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Vertal sur le site, voilà, discuter avec nous. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et ce webinaire sera diffusable et retrouvable en podcast, comme disait un intervenant de France Inter. En tout cas, voilà, il sera à votre disposition. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir alimenter cette connaissance, y compris sur notre plateforme 360, de plateforme de formation digitale, parce que je pense que pour un nombre d'années, au fait, Maud, combien de temps on s'attend à devoir vivre, enfin à devoir vivre, à ce que les CEPP fassent sens? Parce qu'à un moment donné, si on descend beaucoup, 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 à un moment donné, on va dire les phytos deviennent résiduels et il n'y a plus à scorer en phase 2. Oui, mais en fait, on commence à recevoir aussi des propositions sur des pratiques qui sont vertueuses face à une impasse et à se poser la question de l'intérêt de les promouvoir. Donc, je ne sais pas dans quel. Je ne sais pas dire. On espère tous pouvoir ne pas avoir une nécessité de recourir à ces produits. Enfin, les agriculteurs, tout le monde agricole espère pouvoir produire et récolter sans avoir besoin d'utiliser ces produits-là. Quand les CEPP ne seront plus utiles, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils participent, enfin, du point de vue de la commission, en tout cas, le fait d'avoir cette liste, ce catalogue de pratiques, a une vertu en soi, puisque c'est un peu le catalogue national des pratiques innovantes. Et donc, on peut imaginer que même face à une impasse, on puisse lister des pratiques, enfin une impasse où justement un nouveau bioagresseur émergent et sur lequel on arrive à trouver tout de suite des solutions de contrôle. Oui, mais du fait, à un moment donné, scorer sur un pourcentage de baisse de phyto deviendra, on peut estimer, je prends un horizon à 8-10 ans, j'ose espérer qu'il ne restera plus grand-chose si un maximum de solutions sont arrivées pour répondre de façon différente à ces problématiques. Baisser de X%, ce qui restera comme très peu deviendra peut-être difficile à évaluer, en tout cas, en termes d'efficacité. Je ne veux pas dire qu'on arrête l'utilisation des produits, mais oui, vivons ce moment. Après, je vois totalement, oui, bien sûr. Non, mais voilà, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est à l'horizon de la décennie. On n'imagine pas que dans 2 ans, 3 ans, soit clos, mais enfin, je ne sais pas, je dis ça, c'est une pure. Je pourrais faire l'avocat du diable en disant qu'il y a 10 ans, on espérait déjà ça, mais. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a les aléas climatiques qui font que nécessité fait foi. On verra. Alors, Nicolas relance le paramétrage. Alors, si c'est pas jouable, je parle à Yvan, un peu à Nicolas et un peu à tout le monde. Si c'est pas jouable, ce que l'on fera, c'est qu'on va diffuser, nous, à l'ensemble des participants et au-delà, le travail de Nicolas, on le mettra sous forme d'exposé que l'on mettra avec le webinar et qu'on pourra diffuser aux participants et aux distributeurs. L'idée était de montrer
très concrètement comment un distributeur travaille avec les CEPP, mais on ne va pas retenir tout le monde trop longtemps dans cette attente-là. Nicolas, je te propose, on se recontacte, on monte ce petit exposé ensemble et on peut en faire un exposé court, mais que l'on envoie et qu'on communiquera à l'ensemble des participants de façon à ce que chacun ait un exemple pur et simple. Ok, Nicolas, je vois que ça ne fonctionne pas, ok, pas de souci. Ça nous permettra de le mettre en forme solidement et de communiquer là-dessus. Et si vous voulez, Maud, je vous enverrai un exemplaire de l'exposé pour voir comment un distributeur qui est pour le coup Oui, ça m'intéresse. l'établissement Charpentier pour être fournisseur chez eux est très impliqué et travaille énormément sur CEPP, ils ont intégré beaucoup et c'était un peu l'idée de montrer un exemple d'un distributeur qui travaille fort dans ce sens-là. Ok, Nicolas, pas de souci, on fait ça et pour tout le monde, c'est un exposé qui vous sera communiqué d'ici une dizaine ou une douzaine de jours par nos soins de l'expérience de Nicolas Charpentier. Merci beaucoup, Maud Blanc, de votre intervention, de votre temps, de votre disponibilité, de votre clarté. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Donc, n'hésitez pas, Facebook, etc. Tout ça fonctionne. Et puis, on revient vers vous pour cet exposé de Nicolas Charpentier et pour un prochain webinar vraisemblablement fin juin ou début juillet. On n'a pas encore la thématique, mais elle ne manque pas. Donc, très bonne fin de journée à tous, bonne fin de semaine à tous ensuite, et bonne météo pour la plupart, ce qu'on espère. Merci de cette qualité, Maud Blanc, et à très bientôt à tous. Merci. Merci. Au revoir.